Journée de solidarité totale avec la Dominique. Les associations ont multiplié les points de collecte de denrées pour les sinistrés. Première grève de la rentrée. Les salariés de Darty s'opposent à un plan social avec 9 licenciements en vue. Le village des associations. Plusieurs communes présentent leur offre d'activités sportives et culturelles de l'année scolaire. Le journal Jean-Luc Icard. Bonsoir et bienvenue dans notre édition de ce samedi 5 septembre 2015. 5 septembre, c'est-à-dire à 3 mois presque jour pour jour des élections régionales. Et c'est pour cela que nous recevons exceptionnellement ce soir celui qui, avec sa frappe, est présenté comme le poids lourd de ce prochain scrutin. Le jeu de mots est évidemment facile. Éric Jalton, bonsoir, monsieur le député maire des Abîmes. Bonsoir, pourquoi exceptionnellement d'ailleurs? Parce que vous êtes le premier invité politique de cette édition telle qu'elle. Très bien, c'est beaucoup de poser des questions. Avant d'aborder les choses politiques avec vous, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité de ces derniers jours? Qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a 3 points essentiels. Ce serait tout d'abord les phénomènes d'immigration qui prennent une ampleur dramatique, même tragique, avec la disparition de dizaines, voire de centaines sans doute de migrants, d'immigrés. Dans les mers, généralement, par noyade. C'est ce petit garçon qui a défrayé la chronique sur une plage, mort malheureusement, et qui interpelle évidemment l'Occident, les anciennes puissances colonisatrices. Maintenant, ce sont les anciens peuples colonisés qui viennent quelque part se servir chez le colonisateur. Donc, quand on parle de réparation, je pense que c'est une bonne façon pour les peuples colonisateurs de réparer les erreurs de la colonisation en recevant le plus grand nombre de ceux qui demandent l'asile pour des raisons de sécurité physique. En dehors, évidemment, là, il faut réguler, c'est tous ceux qui veulent uniquement pour des raisons purement économiques, de confort, je dirais, venir. Mais les réfugiés politiques, le droit d'asile doit être éminemment mis en exergue par l'Europe. Et ça, c'est le député qui parle, et c'est pas banal. Et plus près de chez nous? Non, plus près de chez nous, non. Je dirais il faut graduer les choses, j'allais dire. Il y a aussi 2 autres points. C'est évidemment le grand débat concernant le réchauffement climatique. Et c'est un président des États-Unis, la grande puissance, une des premières puissances qui pollue, qui participe au réchauffement climatique. Il vous dit quand même que nous sommes en retard par rapport au combat que nous devons mener, le compte à rebours par rapport au changement climatique. Que si on ne prend garde, il sera bientôt trop tard pour inverser la tendance. Et c'est l'humanité tout entière qui est concernée. Ce n'est pas les problèmes de chômage ou d'immigration. Tout ceci ne seront secondaires par rapport aux grands dégâts que causeront le phénomène de réchauffement climatique. De la planète. Très rapidement, le dernier point avant que nous déroulions notre journal. Alors, le dernier point, c'est sans doute ce plus près de nous, la Dominique, avec ces drames qui concernent la région dans laquelle nous sommes inscrits. Et évidemment que nous devons être solidaires de la Dominique, parce que demain, ce qui arrive à la Dominique peut nous arriver diversement, que tremblement de terre ou d'autres catastrophes naturelles. Donc, c'est notre voisine, c'est la France. C'est la voisine de la France, pas uniquement la voisine de la Guadeloupe. Nous sommes République française, territoire français, d'où j'ai interpellé récemment le président de la République, le gouvernement, pour qu'il fasse en sorte que nous devons considérer que ce qui se passe à Dominique se passe à quelques encablures du territoire, non pas de la région Guadeloupe, mais de la République française. Nous devons donc développer l'action humanitaire qu'on pourrait le faire ailleurs si un territoire d'Europe, voisin d'une des régions de France, était menacé. C'est un geste, un signe politique que vous lancez. La Guadeloupe, plus que jamais, vous l'avez dit, solidaire de sa voisine, la Dominique, ravagée par la tempête Erika. Les organisations humanitaires et associations diverses qui se sont engagées dans les actions d'aide ont décidé de faire de ce samedi une journée solidarité totale sur la Guadeloupe. Et un peu partout, notamment dans les centres commerciaux, les collectes de dons à destination des sinistrés de la Dominique se sont poursuivies. Le reportage d'Éric Pommier. À solidarité exceptionnelle, dispositif exceptionnel, avec un seul mot d'ordre pour toutes les organisations en charge de l'élan de solidarité pour la Dominique, une journée de solidarité Dominique partout. Ainsi, nombreux sont les points de collecte qui se sont organisés ce samedi précisément à divers endroits, et plus stratégiquement devant les centres commerciaux. Ici à Grand-Camp, le Coreca a élu domicile depuis ce matin 9h. L'équipe a tout prévu pour jouer d'efficacité.
Au niveau du CORECA, nous avons fait une réunion hier soir avec l'ensemble du collectif Solidarité Guadeloupe-Dominique qui inclut, donc, comme vous pouvez le voir, la Croix-Rouge, les associations dominiquaises, les associations de la Caraïbe, puisqu'on a aussi une collègue de Sainte-Lucie. Et nous avons mis en place une logistique sur toute la semaine, des équipes de roulement, 3 heures par personne. Et après, nous avons une logistique pour venir récupérer toutes les denrées en carton avec une camionnette de l'association de la Dominique. 5 bateaux ont déjà pu être affrétés destination la Dominique, soit 4 tonnes de denrées déjà récoltées au total. Catherine Silla parle d'une solidarité qui porte ses fruits. La Guadeloupe, elle ajoute, se montre en effet digne pour aider cette population dominicaise en détresse. Un grand bravo à toute la communauté guadeloupéenne, très généreuse, encore aujourd'hui, alors que nous avons commencé ce mouvement depuis le début de la semaine. Comme vous pouvez le constater au niveau des chariots, regardez au niveau de l'eau, nous avons encore beaucoup de denrées qui arrivent parce que de toute façon, la Dominique en a encore besoin. Donc vraiment, la Guadeloupe est au combat, la Guadeloupe est solidaire. Je suis sensible et je pense que toute la Guadeloupe est sensible à ce problème-là, puisque ça aurait pu être nous, hein. C'était à 2 pas, donc voilà. Un geste solidaire envers le peuple de la Dominique, c'est important. Les après-cyclones sont durs à gérer, donc il est important qu'on fasse ce geste. Vous avez vu un petit peu les images, vous avez été choqué? Oui, choqué comme tout le monde, hein. Choqué comme tout le monde, ça peut nous arriver. Et je suis sûr que si on était dans la situation, le peuple dominicain aurait fait la même chose pour nous. Le CORECA, dans son initiative, n'est pas seul, puisque la Croix-Rouge, en cette opération particulière, a tenu à prêter main forte, comme le veut sa mission. Ben oui, puisque la Croix-Rouge est d'abord une association humanitaire et nous avons tout de suite répondu à l'appel qui nous a été fait par le CORECA. Pour diverses raisons, nous n'avons pas pu stocker chez nous, mais nous sommes présents sur les différents lieux de collecte, à savoir ici, à Pointe-à-Pitre et aussi à Basse-Terre. Et nos bénévoles iront aussi dans la semaine aider pour l'empaquetage et la préparation des colis. Demain encore, toute l'équipe est mobilisée, cette fois à Mélénis-aux-Abîmes. Objectif, récolter encore et encore pour enfin atteindre le chiffre de 10 tonnes de denrées. Pour le Lions Club, pas d'objectif de chiffre annoncé de récolte de denrées. La simple action de mobilisation est prioritaire. Ce matin donc, comme partout ailleurs, le scénario est le même, les dons s'accumulent, aussitôt récoltés, ils sont emballés. On annonce, ne serait-ce que pour ce matin à Milénis, le chiffre de 4 tonnes récoltées. Nous sommes plusieurs équipes, nous sommes plusieurs clubs à nous relayer aujourd'hui, sur cette journée. Donc en gros, il y a une collecte qui est faite par une première équipe. Il y a un emballage qui est fait par une deuxième équipe et ensuite après il y a un acheminement qui est fait dans un fourgon pour pouvoir stocker la marchandise collectée aujourd'hui. Les élans de solidarité ne faiblissent pas, l'ouverture exceptionnelle de certains centres commerciaux demain permettent bien sûr de nouvelles collectes auprès de la population. Aujourd'hui, toujours à l'initiative cette fois des 2 collectivités, régions et départements, une seconde barge chargée de matériel mais également de denrées alimentaires est partie en direction de la capitale dominicaise. C'est désormais une opération qui est instaurée pour plusieurs semaines. Le reportage de Richard Scott Tamar. En Guadeloupe, la mobilisation ne faiblit pas. Le groupe Gadarcan, accompagné de la région et du conseil départemental, ont décidé de poursuivre leur initiative d'acheminement de produits d'aide. Alors cette fois-ci, nous avons la première opération qui s'est passée, c'était pour emmener le matériel lourd pour permettre déjà de déblayer l'aéroport et mettre en service ce qui pouvait être. Aujourd'hui, la nécessité la plus urgente, c'était l'eau dont ils avaient besoin. Donc il y a à peu près 500 palettes d'eau de vivres qui sont actuellement embarquées. Et embarquera aussi 2 ou 3 engins lourds pour que nous puissions, à Melville, sur l'aéroport, faire creuser, je dirais, le lit, refaire le lit de la rivière pour qu'il ne soit pas, je dirais, qu'il ne revienne pas sur le terrain d'aviation. Cette mobilisation exceptionnelle des Guadeloupéens répond aux dommages énormes que connaît l'île voisine. Dommages qui auraient un coût qui atteindrait, selon les dernières estimations, une somme supérieure à 600 millions de dollars. Alors cet envoi envoie la solidarité de notre population envers la Dominique. Le bateau il est complètement rempli et nous avons encore de la marchandise qui va partir très prochainement. Alors tout ce que nous pouvons leur dire, c'est de continuer cette action, maintenir cette action de manière à ce que la population dominicaine soit satisfaite de nous. La collectivité guadeloupéenne a prévu encore 4 rotations chaque samedi pour acheminer des produits d'aide.
Et puis, météo, 2 phénomènes cycloniques sont en cours sur le bassin atlantique. Le premier, Fred, qui vient d'être rétrogradé en dépression tropicale, ne nous concernera pas puisqu'il poursuit une trajectoire nord-ouest, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette carte. Le second, en revanche, Grace, qui lui vient de se renforcer, s'oriente vers les Antilles. Il était situé, d'après le dernier bulletin de la météo à 17h, à quelques 4000 km de nos îles. Et il est donc à surveiller, je vous l'ai dit. Parlons politique, parlons maintenant des élections, non pas celles qui vous concernent, Éric Jalton, mais celles qui se dérouleront lundi à Trinidad, des élections législatives qui s'annoncent particulièrement serrées. À 2 jours du scrutin, un dernier sondage attribue 38% à la première ministre sortante Kamla Persad-Bissessant du Parti National Uni que vous voyez sur cette image. 38% donc d'intention de vote contre 36% à son adversaire Kate Rowley du Mouvement national pour le peuple. Encore 25% des Trinidadiens à 2 jours du scrutin se déclarent indécis. Les élections régionales en France, c'est dans 90 jours, en fait 91 pour être exact. Chez nous, c'est un duel qui s'annonce entre le président sortant, Victorin Lurel, et son challenger, le député maire de Bémaro, Harry Chalus. Éric Jalton, je suppose que ce score serré qui est annoncé à Trinidad n'est pas ce dont vous rêvez pour les prochaines élections régionales en Guadeloupe. Non, sans lire dans le Merc de Café, je pense que les choses seront assez claires. La population a quand même appris à être lucide, ne pas se fier à des sondages un peu superficiels de popularité ou de notoriété pour déterminer leur choix électoral. Vous faites allusion à un sondage dont on a beaucoup parlé. Calista, qui avait donné quelques points d'avance, M. Chalus en termes de notoriété ou de tension, de popularité, etc. par rapport à M. Lurel, mais il fallait additionner un peu les autres, parce que je figure aussi dans ce sondage. Carmen, etc., nous sommes tous ensemble pour être sur une même liste, dans le même combat pour les élections régionales. Donc, on pourrait peut-être additionner nos popularités pour estimer la force de la coalition que nous représentons. Qu'est-ce que vous entendez par les choses sont suffisamment claires? Une victoire écrasante de Lurel? Je pense que la population, c'est presque déjà déterminée. Nous avons les élections, les élections municipales qui quand même vaut mieux que des sondages, où on interroge 400 personnes. Les élections municipales dans les 32 communes de la Guadeloupe ont permis à 2 nouveaux maires, fraîchement élus, plébiscités même, d'autres maires réélus ou consolidés, 23 sur 32, d'être élus. Et ces 23 se trouvent dans la coalition qui ont décidé de soutenir la tête de liste Victorin Lurel. Nous avons 32 conseillers départementaux sur 42 qui ont choisi Borel l'incertain Josette pour président de région qui se situe dans cette coalition, et par voie de conséquent, tous ceux qui animent l'établissement public de coopération intercommunale, toutes ces forces vives qui sont rassemblées dans cette... C'est le peuple qui décide, pas forcément les élus qui font les élections. Les peuples ne décident pas, mais les élus, la population a quand même montré une orientation. Ils ne vont pas se déjuger quelques mois après en promotionnant des battus qui ont été battus au municipal, au cantonal, et qui vont aller derrière Chalus comme un espoir de résurrection pour se refaire une santé à bon coût derrière la popularité prétendue statistique d'Harry Chalus. Donc, on n'invente pas en politique, d'autant que Lurel a quand même quelques atouts, c'est l'expérience, c'est un réseau, c'est des relations avec un gouvernement en place, et nous avons jusqu'en 2017 une grosse crise, au moins 2017 à traverser. Ce gouvernement est encore là jusqu'en 2017. Autant le faire avec Victorin Lurel à la présidence de la région qu'avec Chalus qui va, loin de cesse que de combattre Mme Borel, parce qu'il ne voulait pas sa victoire aux élections départementales. Un mot sur vous et vos relations avec Victorin Lurel. 2010, c'est oublié 2010, nous sommes affrontés dans les conditions qu'on sait. Après 2009, l'orientation de Lurel ne me plaisait pas par rapport au mouvement social. Nous n'étions pas en harmonie. J'ai préféré montrer une alternative en espérant, dans un deuxième tour, faire une union de gauche un peu plus progressiste que ce qu'il présentait. Ça ne s'est pas présenté, il a gagné au premier tour. Ensuite, nous sommes au même groupe à l'Assemblée nationale. Il m'a soutenu aux élections législatives, aux élections municipales. Il y a belle lurette que cette affaire est classée. Nous sommes ensemble. Et les mots qui ont été dits à l'époque également ont été classés. Vous l'avez un peu traité de petit dictateur, un peu à l'époque. Oui, à l'époque, je l'avais traité de petit dictateur par rapport à... Il ne l'est plus, alors. Mais non, il ne l'est plus parce que maintenant, il est dans une coalition qui a des personnalités, dont la mienne, mais aussi les élus nouveaux du Nord Grande Terre qui sont alliés en 3. Il y a des élus de la Basse-Terre, des élus comme Califert,
Pierre, comme Mme Caramel, qui ne sont pas des mini oui. Vous serez sur et la donc liste nous sommes dans pour- une coalition où M. Lurel nous respecte, il doit compter sur nous pour se faire réélire et compter sur nous pour donner un nouveau souffle, un nouvel élan à la gestion des affaires de la future région Guadeloupe. On voudrait comprendre, vous, quel est votre schéma, on va dire, directeur pour les prochaines années. Vous avez annoncé que vous ne serez pas candidat aux prochaines législatives. Vous allez vous consacrer uniquement à la ville des Abîmes et à Cap Excellence, c'est ce qu'il faut À Cap comprendre? Excellence, assurément, à la ville des Abîmes, assurément, à ma circonscription, parce que je ne suis pas député que je veux oublier Marie-Galante, oublier Mornalo, ceux qui n'ont pas mon fait roi, mais m'ont fait député. Et donc, je vais continuer à les aider, toute la Guadeloupe, parce que je suis guadeloupéen, avant d'être abîmé, contrairement à M. Charles, mon ami, qui dit tout le temps qu'il est abîma aussi avant d'être guadeloupéen. Il dit qu'il est abîmé aussi par les origines de son père. Oui, absolument, je le confirme. Vous avez cité beaucoup de noms, parce qu'évidemment, l'annonce de votre retrait a suscité des ambitions. Vous avez cité toute votre famille au sens large, politique je veux dire, même des gens de votre famille. Oui. Pourquoi? Vous voulez les faire mariner ou vous n'avez pas réellement fait le choix sur celui que vous pousserez entre guillemets? Généralement, quand je les cite, c'est qu'on me pose des questions. On m'a posé une question sur une chaîne de télé, ensuite sur une radio, donc je réponds généralement aux questions qu'on me pose. Alors je suis pas fait communiquer pour les énoncer, on m'a posé des questions. Je vous cite deux noms. Avec même pression. Je vous cite deux noms, Éric Jalton. Je vous cite deux noms, vous me direz ce que vous en pensez. Boucar et Mélis. Oui, je les ai cités. Non, je vous demande de me dire ce soir mais Mélis, ce que vous pensez de ces deux noms-là. sera une excellente députée, puisqu'elle connaît bien, elle aurait pu être donc ministre. Donc c'est votre candidate? Non, elle pourrait être ministre avant même Mme Paul Angevin, puisque c'est elle qui pratiquement conduisait, faisait l'apprentissage de Mme Paul Angevin à l'époque, je me rappelle, dans le club Convec à laquelle je participais. Bon, des contingences sont faites qui n'en pas ainsi. Monsieur Boucar, c'est mon directeur de cabinet, il suit pas mal de dossiers parlementaires dans son travail bénévole, puisque ce n'est pas sa mission première, et il a toutes les compétences techniques pour être un bon député. Il y a aussi José Jalton, pour créer ma famille. Non, je vous ai simplement posé la question sur les deux noms. Les autres noms, vous les avez beaucoup cités au cours mais il est président du Conseil économique et social régional. Et donc, il a été fonctionnaire. D'accord, on a compris que vous n'avez pas encore fait votre choix. Et j'ai des adjoints maires, Éric Jalton, vous n'avez pas encore fait oui, mais on les connaît. Vous n'avez pas encore fait votre choix, c'est ce qu'il faut retenir. Ils sont nombreux. À la région, vous serez sur la liste. Il y a une douzaine qui peuvent avoir les potentialités, mais il faudra faire le choix. Mais là, on n'est pas aux élections législatives, là, au rassemblement aux élections régionales. Donc, je demande à tout le monde de mettre un bémol dans leur ambition annoncée, prétendue ou quelques velléités. Tout le monde doit se consacrer aux élections régionales pour faire triompher la liste de la coalition conduite par Victorien Lurel, pour empêcher à ceux qui viennent par revanche, je parle de Chalus, pour venger sa déception de l'élection de Mme Borrell, qui viennent pour pouvoir ressusciter des losers, des perdants ou des perdus, ou de pouvoir venir faire leur apprentissage à la tête de la région pour installer une dichotomie entre région et département, là où une vraie alliance, une vraie synergie, une vieille coopération renforcée existe actuellement entre Mme Borrell et Mme Borrell. Une toute dernière question, Éric Jalton. La FRAP, ce n'est pas l'organisation qui va embêter la Fédération socialiste au cours des prochains mois et prochaines années? Mais non, la FRAP, pour l'instant, s'inscrit dans l'espace municipal. On s'intéresse aux affaires départementales. On en a connu d'autres qui ont commencé comme ça. Désormais, on n'est pas là pour embêter personne. D'autant que nous avons, et ce n'est pas pratiquement une de nos forces majoritaires, au sein de la FRAP, bonne contingence de socialistes encartés. Et de PPDG, comme M. Rosduel, d'écologistes, de communistes qui sont, et de gens du centre qui sont républicains. Et puis après la ville des Abîmes et Cap Excellence, vous viserez la région après le prochain mandat, je suppose. Après le prochain mandat, tout est possible, y compris pour la FRAP. Telle est notre ambition. Pour l'instant, on a un contrat pour cette mandature. Après, tout est possible. Il y a l'Assemblée unique, pourquoi pas demain, s'il y a une Assemblée unique, collectivité unique pour laquelle je me suis toujours battu, après Frédéric Jalton, pourquoi pas, si la FRAP pouvait présider à la future Assemblée collectivité unique, ce serait une belle victoire pour moi, une belle fin de carrière. Merci Éric Jalton, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le premier invité d'une série que nous allons commencer d'ici la tenue des élections régionales. Très bien. Social maintenant, c'est sans doute le tout premier mouvement de la rentrée. Chez Darty à Jarry, on licencie. Le personnel et les syndicats ont entamé un mouvement de grève, piqué à l'appui,
pour s'opposer à ce qui ressemble à un plan social décidé, semble-t-il, au plus haut niveau de ce groupe qui détient cette enseigne en Guadeloupe. Le reportage de Richard Scott Tamar. Depuis hier vendredi, le magasin Darty, appartenant au groupe CAFOM, situé à La Jaille, à Bemao, est fermé pour cause de grève. En effet, le personnel lutte contre un plan de licenciement qui verrait partir 9 de ses salariés. Pour l'instant, la direction se refuse à tout commentaire. Journal télé, vous voulez vous exprimer par rapport à la grève qui est en ce moment? Du tout, monsieur. Pas pour le moment. Du côté des grévistes, le discours est sensiblement différent. Mais ça qui c'est qu'aujourd'hui là, nous avons 9 camarades nous qui menacent de licenciement. Même si aujourd'hui là, nous sommes au stade des entretiens préalables, nous connaissons à partir du moment où entretien préalable ni licenciement. Nous avons rappelé que nous avons ces 9 camarades là âgés de 48 à 57 ans. Donc c'est des camarades des mains, ils peuvent trouver travailler. Donc c'est important que nous disions par un plan scélérat qui est organisé et diligenté par la direction générale, qui a fait qu'aujourd'hui là, les camarades en difficulté et nous là pour soutenir. Le personnel réclame l'ouverture des négociations pour un accord d'entreprise sur les départs volontaires. Un mot maintenant de notre traditionnel tour d'eau. Il est très simple. Ce soir, aujourd'hui, seule la commune de Capesterre-Belle-Eau était concernée. Et demain, c'est, Éric Jalton, le bourg des Abîmes qui sera concerné. À la rentrée, l'organisation de villages des associations est devenue presque une tradition pour les communes. Il s'agit de présenter leur offre d'activités sportives et culturelles. Notamment, la ville de Bemao est concernée. Le reportage tout de suite de Muriel Barlagne. Pour le sport, une quarantaine de stands installés devant le gymnase Valère Lamy. Mais comment choisir parmi tant de disciplines ? Cette jeune fille s'est basée sur son projet professionnel, entrer dans la police. Pour elle, ce sera la boxe anglaise. Il faut être assez intelligent et motivé et avoir un mental pour pouvoir pratiquer la boxe. Au programme du village des associations de la ville de Bemao, des démonstrations, des conseils, mais pas seulement. Et les enfants pourront effectivement pratiquer, que ce soit du cyclisme ou de l'athlétisme et le sprint, et éventuellement aussi être récompensés s'ils font un meilleur temps, on leur offre leur licence. Donc c'est vrai que tout le monde peut pratiquer ce matin. Un peu plus loin, à l'école maternelle Germain-Joseph Turlepin, les pratiques artistiques et culturelles. 15 vitrines dont le service municipal qui propose ses propres disciplines, l'occasion d'enregistrer les premières inscriptions aux différents cours. Ça peut aller du violon, la guitare, le ka, tout comme le piano, mais aussi la salsa, modern jazz, la danse quadrille. Pour cette 13e édition, ce sont près de 5000 personnes qui étaient attendues, un public surtout séduit par les activités sportives. Et justement, la saison sportive a bel et bien commencé, celle du football en particulier avec les championnats. Cette saison, le football guadeloupéen sera de nouveau confronté à la concurrence de la télévision avec ses offres de rencontres nationales et internationales. Et puis, elle souffrira cette année également de l'absence d'organisation de rencontres nocturnes faute d'infrastructures suffisantes. Éric Pommier est allé à la rencontre d'irréductibles supporters du football qui sont de moins en moins nombreux. À l'affiche d'un des matchs d'ouverture de la saison de football 2015-2016, USR Arsenal, le score 3-2 en faveur de l'USR. Mais intéressons-nous plutôt aux supporters, cheville maîtresse pour une ambiance assurée. Mais qui sont-ils réellement et quelle est leur motivation à venir assister à un match? Mais j'aime ça parce que j'ai joué au foot pendant au moins 7 ans. Je suis un fervent supporter de l'USR, tant que Saint-Rosien. Et l'effectif, comment dirais-je, ça a changé. Je pense que cette année, je vois l'USR champion. La saison ne fait que commencer. Les supporters ont donc toute l'année pour remplir les fameux stades. Changement au programme, ils y viendront plus tôt l'après-midi car beaucoup de terrains souffrent d'un éclairage défectueux. Alors, qu'en pensent nos supporters justement? Ben, c'est bien et c'est mauvais parce qu'en cette période-là, il y a beaucoup de chaleur. Oh, disons, comment dirais-je, déjà c'est un retour en arrière. Moi personnellement je dis ça ne me dérange pas parce que ça permet aussi de, comment dirais-je, de pouvoir venir sur un stade de l'après-midi, un après-midi aussi ensoleillé. Effectivement, on a toujours porté le choix sur les matchs du soir, on est habitué, mais je trouve quand même que c'est une très bonne chose aussi, ça ne me dérange pas. Ah bien, on doit considérer c'est la meilleure solution là.
faire jouer l'après-midi. Qu'on devrait jouer avant. Parce que là où on va jouer pour l'après-midi, on va dépenser plus. Et le soir, là où on joue au match, on ne va pas dépenser, organiser toujours bouché. Et là où on va jouer pour l'après-midi, c'est là tout organisé qui a sorti, on va dépenser plus. Le championnat semble ouvert, mais certains ont déjà leur petite idée sur l'équipe qui devrait faire la part belle à la concurrence. Ces saison-là, il y a sorti champion l'année là. Mais faites arbitre la météo, correct. Mais au fait, quelle est la recette pour être un bon supporter d'équipe? Je déjà suivre régulièrement. Déjà à l'entraînement, c'est vrai, j'y suis souvent. Et ça me permet de voir un peu la forme des joueurs. Côté résultats, je vous livre ceux enregistrés depuis hier pour cette première journée du championnat de division d'honneur qui a commencé par la rencontre amicale club de Marie-Galante contre la Juventus, 1 but partout, c'était donc hier. Cet après-midi, l'USR a battu l'Arsenal chez elle 3-2. L'Étoile et le Phare ont fait match nul 1 but partout et l'USBM est allé gagner à Gourbert 1-0. Il y aura 3 rencontres disputées ce soir. CSM Red Star, vous allez le voir, Sirocco Gauloise et Solidarité Scolaire CA Marquisa. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo, suivi d'une grande émission de divertissement que vous ne manquerez pas de suivre, j'en suis certain, le grand blind test. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même antenne. Excellente soirée sur Alizé Guadeloupe.